Et voilà, toujours en direct, Élévation sur la web TV radio Étoile du Cœur. Avec vos serviteurs, Jean-Claude Carton, SVP 1111, qui va être le relais des emails que vous allez pouvoir lui envoyer, soit via le forum de Étoile du Cœur, soit via les emails Facebook de Jean-Claude Carton, Étoile du Cœur, voilà, puisque nous sommes en direct aujourd'hui, ce soir, donc, et avec donc ma femme. Bonsoir. Laetitia et Yann-Éric. Et notre invité, un ectoplasme. Un esprit, un pur esprit, tellement pur qu'il est invisible. Mais moi, j'arrive à le toucher quand même un petit peu. Bon, allez, sur les embouteillages, j'y vais arriver d'ici peu. Nous allons parler du coprésident de l'IFRES, donc, avec Joël Uri. Joël Uri, qui est un médium psychographe. En retard, mais fabuleux néanmoins. Joël Uri et l'IFRES, ça existe depuis des années. C'est une association, si je dis pas trop de bêtises, qui s'est montée avec des recherches spirites. Alors ils sont pas du tout commerciaux pour dessous, ce qui est gage de qualité, mais ils publient leurs informations. Et là, vous avez, c'est pour ça que je tiens les livres en main, vous avez plusieurs publications de l'IFRES. Allez, soyons chronologiques. Cahier de messages spirites, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, par Joël Uri, c'est l'esprit Jean qui passe à travers lui. Plus récemment, Daniel, je sais pourquoi. Encore un esprit qui passe par le médium psychographe Joël Uri et qui explique sa vie et ce qui lui est arrivé, à la fois sur Terre et dans l'au-delà. Et puis le petit dernier qui est sorti il y a quelques semaines, Dans l'ombre du corridor, toujours édité par l'IFRES et bien entendu dicté donc de l'au-delà par Joël Uri. Comment fonctionne tout cela? Joël, quand il arrivera, nous l'expliquera. Il est mondialement connu car on l'a vu. S'il arrive. Sur comment ça, s'il arrive, Jean-Claude Carton? Mais bien sûr, il va se matérialiser dans 2 secondes. Joël Uri, mesdames, messieurs, Joël Uri, donc le médium psychographe. Je disais, pour ceux qui prennent l'antenne qu'à ce moment-là aussi, il faut quand même un petit peu resituer les choses, que Joël Uri, voilà, il est là, il est comme ça, puis il écrit. C'est ça? Oui, c'est vrai, c'est une situation qui est pas trop contraignante, on va dire. C'est-à-dire que je me laisse aller à cette espèce d'endormissement que certains appellent magnétique ou de conscience modifiée, puis me voilà parti. Alors, Jean-Claude Carton disait, est-ce que c'est pas de la narcolepsie? De là? Narcolepsie. Ah, m'endormir comme ça, ce serait bien que ce soit de la narcolepsie, ça me permettrait quand même de me dire que dans ces moments de sommeil, il y a des choses extraordinaires qui se passent, mais malheureusement, dans le cas des narcoleptiques, il n'y a pas toujours des psychographies à la clé, il n'y a pas non plus des informations qui sont données, qui sont recoupées, et puis... en tout cas, pourquoi pas? Mais je ne pense pas, quant à moi, que ce soit de la narcolepsie. Ça se fait par décision de la personne. Joël Uri décide de laisser son corps ou sa main... Alors je pense que c'est plus qu'une décision qu'une volonté. À force de faire ces expériences, ça fait maintenant plus de 25 ans, j'ai acquis un biorhythme. C'est-à-dire que mon organisme s'est habitué à entrer dans une sorte de torpeur dans laquelle ma conscience est modifiée pour le coup, puisque je m'aperçois au fil des années de ces expériences que ce que je peux produire, ce que je peux écrire dépasse et de loin mes capacités intellectuelles. Et donc viennent souvent m'accuser, dans le sens où j'écris pratiquement, pour parler assez sommairement, ma propre condamnation, puisque les choses que oui, parce que les choses que je peux écrire vont à l'encontre quelquefois de ce que je pense, et même viennent me mettre à défaut mes propres défauts, mettre à jour plutôt mes propres défauts. Donc je suis dans ces moments-là un petit peu le truchement de quelque chose qui est au-delà de mes convictions, au-delà de ma moralité et au-delà même de mes connaissances. Alors Joël Uri, est-ce que c'est l'au-delà? Pour moi, mon intime conviction fait que je suis persuadé d'être en relation avec quelque chose, un principe intelligent qui survit à la mort du corps des personnes, des gens qui ont été là avant nous, de ceux qui peuvent aussi nous visiter peut-être d'autres sphères d'existence. D'autres sphères d'existence? Oui, c'est-à-dire que je pense que, au point de vue de l'esprit, on peut
aller au-delà de la Terre. Je pense que dans l'univers, il y a plusieurs mondes habités et que par l'esprit, on peut communiquer entre nous, tous. C'était les visions de Swedenborg qui disaient déjà que sur les planètes, il y avait sous d'autres formes de vie, des esprits sur Neptune, Pluton, etc. On en est à ce stade-là. Je pense, alors... Bien entendu, on n'est pas dans les preuves, on est dans les appréciations et dans la potentialité. Et je pense qu'au point de vue de l'esprit, dégagé de toute stéréotype et de toute espèce de folklore, l'entité spirituelle, l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit, est aussi proche, à mon avis, du radion ou de la particule, qui fait que c'est une base même de l'univers, qui fait que à ce point-là, on est dans l'élément zéro, c'est-à-dire que c'est une identité universelle qui nous permet d'être reliés les uns avec les autres en dehors des espèces et en dehors de... Joël, je n'ai rien compris. Et vous n'êtes pas... Il n'y a pas une entité qui non. vous, là, c'est vous qui parlez. Là. Oui, c'est moi qui parle en fin de compte avec... Donc, vous associez l'esprit à un atome... J'associe l'esprit, pour moi l'esprit est la base zéro. En fin de compte, c'est l'élément clé de l'univers. Je me suis déjà fait engueuler depuis ce matin, mais me faire traiter de base zéro, alors, c'est la base... C'est la base de l'univers. C'est pas le quark, parce qu'à chaque fois on trouve toujours plus petit. Oui, mais je pense que l'élément esprit, c'est l'élément assembleur, c'est-à-dire que je pense. Le vide qu'il y a autour des. C'est même pas le vide, c'est l'élan, c'est la forme de la vie, la forme physique, biologique. Alors là, on est dans une pure philosophie. De votre part. De ma part, et qui est liée tout simplement à tous les messages que l'on peut recevoir. C'est-à-dire que je n'ai pas inventé l'eau chaude ni le fil à couper le beurre. On vous a présenté comme ça tout à l'heure. Et donc, automatiquement, je ne fais que m'inspirer des choses qui me sont dictées. Et c'est pour vous dire que j'essaye de m'y habituer, parce que dans les premiers temps, et encore aujourd'hui, on reçoit des dictées qui nous dépassent, et on a besoin de les relire plusieurs fois, mais on arrive à en ressortir une espèce d'archétype d'une philosophie qui essaye de mettre d'accord tout le monde, parce que on décharge la philosophie. On va vous écouter tout le long parce que c'est une merveille. C'est fabuleux avec Joël Hury. En plus, on peut se reposer, hein, Jean-Claude. Oui, mais en même temps, j'ai une question. Y a-t-il des précédents avant lui? Bien sûr. Ah oui, je pense que. Non, mais nous, on connaît le sujet, mais les internautes qui nous écoutent dans 200 et quelques pays ne savent pas forcément. Mais dans tous les qu'avant pays, Joël Hury, il y a d'autres. Bien sûr. Alors, est-ce que les autres avant, et même très 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 avant, est-ce qu'ils ne passaient pas pour des prophètes? Excusez-moi de poser la question, de mettre les pieds dans le plat dans la religion, mais est-ce que finalement, Dieu m'a parlé, est-ce que finalement... Alors, tout dépend ce qu'on appelle prophète. Est-ce que les prophètes ne sont pas ni plus ni moins que des médiums? C'est ça ma question. Et donc, effectivement, quand on se rapporte à toutes les anciennes écritures, dans pratiquement beaucoup de religions, il semblerait que les prophètes soient doués de clairvoyance, de clairaudience, peut-être même aussi, dans certains cas, d'écriture automatique, même pouvoir provoquer des écritures directes sur des murs, sur des planches. Ouais. Et donc, l'avenir, bien sûr. Donc, on s'aperçoit là qu'on met à jour des principes médiumniques qui tardent encore à être reconnus par la science officielle. Ce que je voulais dire, c'est que actuellement, vous êtes suffisamment intelligent pour ne pas vous prendre pour un prophète parce que vous savez que c'est pas Dieu qui vous parle, mais que dans les anciens temps, on pouvait se tromper parce que voilà, on s'emballait plus vite que... Je pense que, et puis alors après, on est dans le sentiment là. Oui. On est dans le sentiment et on est dans un petit peu les aspects d'idolâtrie. C'est-à-dire que les gens ont toujours eu besoin, et encore aujourd'hui, de surnaturel. Alors que déjà le naturel qui est autour de nous est forcément très merveilleux. Et que ce qu'on peut considérer comme surnaturel est peut-être en fin de compte qu'une nature encore mal comprise. Je pense que la médiumnité fait partie de ces choses-là. Et que les gens qui ont une ouverture sur ces espèces de parallèles, appelons cela comme ça, eh bien, ont souvent été à tort pris comme des gens à part, des espèces d'élites ou des éclaireurs d'âme, pourquoi pas. Peut-être le terme est un petit peu plus joli que des gens qui sont sortis du lot et qui se montrent comme des experts ou des comment je pourrais dire, des docteurs de l'âme. En fin de compte, ça, c'est surfait. Je pense que le médium est un homme comme les autres, ou une femme comme une autre. Il faut rester humble. Tout à fait. Oui, alors là, c'est le côté rose, sympathique de la chose, mais avec le livre, là, dans l'ombre du corridor, c'est le côté noir. Exactement. Car je ne connais pas beaucoup de prophètes qui disaient de la part de Dieu des horreurs, mais enfin là, lui, il n'est pas bien sympa, votre esprit qui discutait avec vous par écriture interposée. Alors oui, cette histoire nous montre, en fin de compte, les rancœurs que l'on peut nourrir de notre vivant et après notre mort, puisque il n'y a pas de passe-droit et que nous mourrons tels que nous
nous avons vécu. Au début, en fait, ça me mettait mal à l'aise et que j'étais assez effrayée de lire qu'on pouvait ressentir autant de choses négatives passer dans l'au-delà. Parce que souvent on entend dire voilà, après tout va bien, on est apaisé, on retrouve ce qu'on aime, on s'élève. Et là alors c'est tout l'inverse. Oui. Et en plus je disais que je trouvais que ça durait une éternité, il prenait du temps à évoluer, à se rendre compte de tout le mal qu'il avait fait, à accepter le mal qu'il avait fait, parce qu'il faut aussi le reconnaître. Et donc c'était assez terrifiant. C'est assez terrifiant et je dois dire que quand on a reçu ce message-là, nous avons été très étonnés. Mais on a besoin de comprendre que l'au-delà qu'on veut bien nous expliquer n'est pas forcément celui que l'on va rencontrer. Et que je pense qu'il y a autant d'au-delà qu'il peut y avoir d'êtres humains sur Terre. Et que nous allons mourir avec notre ciel, avec nos rancunes, et nous allons nous créer autour de nous quelque chose qui pourra nous handicaper. Cet exemple n'est pas non plus, comment je pourrais dire, une publicité qui nous démontre que nous allons être mal. C'est son témoignage. Mais au-delà du fait qu'il était terrifiant et qu'il voulait essayer de l'être, à la fin, on se rend compte que tout ça n'avait pratiquement pas de consistance et qu'il était dans l'illusion. Et que souvent, dans notre mort et dans les choses que l'on peut ressentir à ce moment-là, on s'illusionne. Déjà, on s'illusionne beaucoup dans la vie. Sur les gens, sur les choses, sur même les conditions. On se fait tout un monde, quelquefois, de situations qui sont relativement simples. Oui. À plus forte raison quand on est mort. Et du coup, à la fin, oui, je me suis posé la question, mais est-ce qu'il a vraiment vécu son après-vie? Ou est-ce que ce n'était qu'une illusion? Voilà. Et ça. Il y a un moment où. Et c'est une question qui est assez intéressante parce qu'elle vient un petit peu tordre le cou. Assez, juste assez. Aux idées préconçues parce que en fin de compte tout reste encore à découvrir. Et que ce témoignage-là vient nous montrer que la virtualité du monde spirituel est quelque chose que l'on doit prendre en compte. Et on n'est pas dans une espèce d'image d'Épinal où nous allons être reçus dans un grand jardin où nous allons avoir des collations et où des gens vont nous... Ça peut être ça, mais ça peut être aussi un vide. Un vide que nous sommes nous-mêmes construits autour de nous. Si je comprends bien, Joël Uri, ça veut dire deux choses. Il sera fait selon votre foi, et donc les religions ont quelque chose très important à jouer là-dessus, et c'est pas pour rien qu'on appelle ça le monde des esprits, c'est-à-dire que c'est juste du rêve, finalement. Attention, la virtualité, le rêve est quelque chose. On n'est pas dans le néant. Enfin, quand je fais un cauchemar, c'est quand même pas vrai tout de même. C'est vrai en tant que cauchemar. Quand je le vis, oui. Voilà. Et il faut savoir que nous sommes conditionnés par notre biologie. Mais l'esprit n'est conditionné par aucune biologie. Il perçoit les choses. L'esprit n'est conditionné par aucune biologie. Diantre. Quand on est malade, qu'on a de la fièvre. Quand on est mort. Ah, quand on est mort, on est tranquille. Alors. Non, mais justement, on est moins tranquille. Ici, on peut se reposer, on peut se cacher derrière un paravent. On peut prendre du paracétamol, tout ça, oui. Quand on n'a plus le carcan du corps, on est là où on pense. Et si on pense mal, on sera mal. Si on pense bien, on sera bien. Oui. Et donc, on rebondit comme un ballon, comme une espèce de bulle. Et c'est toujours délicat, l'équilibre est très précaire dans l'au-delà. Il faut apprendre à être équilibré dès maintenant. Joël Uri, vous avez dit ballon et Jean-Claude Carto aime bien jouer au ballon, donc il a une question, quelque chose à nous dire. Oui, mais tout dépend de la notion que nous avons sur Terre du bien et du mal. Oui. Parce que si c'est mal ce que nous faisons aujourd'hui, en fonction de quoi et de qui? Et imaginez-vous qu'il y aurait une espèce de leçon à retenir de ce livre que je n'ai malheureusement pas lu. Ce qui voudrait dire, je schématise au maximum, ce qui voudrait dire que nous avons intérêt, tant que nous sommes vivants ici, à bien nous comporter pour ne pas ramener nos vieux fagots de l'autre côté. C'est ça. C'est une leçon. C'est une leçon, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est ça, oui, mais le bien et le mal, il faut quand même le définir. Pour revenir au bien et au mal. Ouais. Alors, le bien et le mal, je pense, à mon humble avis, qu'il est défini par des besoins intrinsèques que nous avons tous, qui sont relatifs à notre personne. C'est-à-dire qu'on sait nous-mêmes, d'une manière subconsciente, ce qui est bien et mal pour nous. Et à plus forte raison, on doit pouvoir le comprendre pour les autres. Où commence notre liberté? Où finit-elle par rapport à celle de l'autre? Et le bien ou le mal, c'est des choses qui d'abord nous nuisent à nous. Et que c'est une vraie mesure que nous avons au fond de notre cœur qui doit nous permettre de concevoir que le mal que l'on peut se faire à nous peut faire aussi du mal aux autres et inversement. Et puis il y a quelque chose dans la conscience de toute façon, le bien et le mal. J'avais lu ça, bon malheureusement je me souviens plus du titre du livre, mais on sent
Il y a quand le bien, le mal, pour savoir, on sent qu'il y a quelque chose qui nous met mal à l'aise. Vous avez de la chance, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a des moments où je veux faire des choses bien et puis finalement j'ai fait quelque chose de mal, j'aurais pas dû le faire. Ouais, mais il y a quelque chose. Oui, c'est l'intention qui compte. Ah, je pense, oui. Et puis il y a, au fond de nous quand même, la notion du bien et du mal, il y a quelque chose qui nous le dit quand même. Mais excusez-moi, mais je connais pas mal de gens qui ne vivent que pour le bien et que pour faire du bien. Même les petites mémés qui nourrissent les chats abandonnés, elles le font pour faire du bien, mais qui sont malheureuses comme des pierres et qui quittent cette vie en n'ayant pas vécu à 100% non plus. Quoi. Est-ce qu'à vouloir faire le bien, on remplit notre mission d'être incarné sur Terre où il faut tout vivre? Est-ce qu'on risque pas une fois dans l'au-delà de se dire bah zut, j'aurais quand même dû partir aux Seychelles, vivre ça? Est-ce qu'on risque pas de se dire heureusement il y a la réincarnation, je vais pouvoir en vivre? Oui, mais ça voilà. ça n'a rien à voir avec le bien et le mal. Non, c'est lié à la réussite de la vie. Et une fois qu'on est de l'autre côté, puisqu'apparemment on se promène avec ses bagages, si on a fait que du bien, c'est déjà une bonne chose, mais est-ce que... Voilà. Tout dépend si vous l'avez fait avec ou sans ostentation. Si par exemple vous faites du bien en espérant avoir une place au paradis, oui. C'est un petit peu hypocrite. Ah. Moi je connais des gens qui ont cru faire du mal et qui en fin de compte étaient meilleurs que ceux qui ont cru faire du bien. Par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film avec Michel Serrault. Vous vous rappelez pas, c'était un monsieur qui était tellement bon qu'il lui poussait des ailes. Oui. Et il voulait absolument les cacher. Et pour les cacher, il voulait absolument faire du mal. C'était pas une auréole plutôt? Non, il avait aussi il avait aussi après des ailes. C'est une nouvelle du Et ce qui est drôle, c'est que pour essayer d'être vraiment faire du mal, pour se dégager de tout ça, il décide même d'aller voir les prostituées, d'être proxénète. Mais il est tellement gentil en tant que proxénète que ses ailes grandissent encore plus. Donc, en fin de compte, nous, on détermine souvent le bien et le mal selon des archétypes, etc. Mais il peut y avoir des gens qui sont très bons, qui ont un très bon fond et qui pourtant vivent de l'arsen. Moi, j'ai rencontré des gens dans la banlieue parisienne qui, au niveau de la société, faisaient des choses pas belles, étaient un petit peu voleurs, mais qui avaient un fond extrêmement bon. Moi, j'ai rencontré des gens merveilleux qui auraient été prêts même à mourir pour leurs amis et à faire tout pour essayer d'améliorer la vie de ses proches. Alors que d'autres j'ai connu d'autres personnes au contraire qui, elles, se donnaient l'impression d'être bons, de faire les choses bien, d'aller à la messe. J'ai rencontré ceux qui faisaient les rendez-vous charismatiques à Saint-Sulpice, qui d'ailleurs ont essayé de me reconvertir au christianisme. Non, on va essayer ce soir aussi. Et donc je le tenais même du prêtre qui officiait à Saint-Sulpice, m'ont dit qu'il y avait des gens qui se disaient être faire le bien et qui en fin de compte faisaient des choses. Et une fois quitté la messe, c'était dramatique, médisance et compagnie. Voilà, donc les notions de bien et de mal, je suis d'accord avec toi. C'est des choses qu'on ressent profondément. On le sait, moi, je pense, de notre vivant. Je pense que il y a quelque chose qui est si c'est vers le mal, il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas à l'aise. D'accord. D'accord. Pas besoin d'être baptisé pour savoir le bon chemin. Donc, les animaux, c'est pareil. Ils savent s'ils font le bien ou le mal. Écoutez, selon la codification du spiritisme qui a été faite au XIXe siècle, il semblerait que les esprits n'ont pas encore vraiment les esprits incarnés dans les animaux n'ont pas encore la conscience de ce qu'ils sont. C'est-à-dire ils peuvent pas dire, par exemple, moi je suis un hamster et je vis dans ma cage. Ils n'ont pas cette conscience-là. Ils vont devenir, ils sont dans un stade antéhumain, ils vont un jour incarner un homme dans l'évolution, mais pour l'heure, ils sont gérés par des âmes groupes. Comme nous, nos atomes, nous sommes une âme groupe. Des âmes groupes. C'est-à-dire, en fin de compte, ils gèrent plusieurs entités. Ce sont des explications qui ont été données. Les âmes groupes, ce sont des entités spirituelles qui gèrent et qui aident à évoluer certains êtres intelligents comme les animaux. C'est-à-dire, c'est un ministre qui s'occupe de ses administrés. C'est très schématique. On n'a pas encore véritablement été jusqu'au bout de la question, puisque à travers des messages récents, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que que justement la relativité du temps et de l'espace font que en nous-mêmes et en un instant, dans l'univers, dans l'éternité, nous vivons tous ces stades végétal, animal et en un instant. Alors, c'est pas un petit peu la religion que j'aime bien d'ailleurs, les idées druidiques, ça. Alors, c'est pas un peu ça? Écoutez, je ne suis pas un expert en druidisme. Ça vous a intéressé? Mais ça m'a intéressé à un moment donné, d'autant plus que j'ai une de mes sœurs qui fait partie des druides de Bretagne.
Ah. Donc, d'ailleurs, je ne sais pas si elle est devant son ordinateur. Elle a intérêt, dites donc, il n'y a ce pas soir, d'embouteillage quand même. avec son conjoint. En tout cas, ce que vous avez ce soir qui vous regarde, c'est Michel qui vous fait un petit coucou du côté de Bordeaux, hein, qui vous avait suivi il y a très très longtemps quand vous aviez monté. Oui, alors je pense que c'est Michel Brassard, Je ne sais pas. de c'est son nom de Michel. jeune fille. Et je ne sais pas si elle nous regarde, mais en tout cas, je lui fais un coucou. Effectivement, moi, j'ai commencé à m'occuper de spiritualité. Je traînais un petit peu la rue. Hein, je peux dire que le spiritisme, moi, m'a vraiment sorti d'une mauvaise ornière, puisque j'avais des fréquentations qui étaient un petit peu, on va dire, un petit peu délicates. Vous étiez déjà avec un don ou pas? Oui, j'ai vécu ça depuis fort longtemps. Ouais. D'abord, ça m'a un petit peu pourri même ma scolarité. Hein. Bon, je ne souhaiterais pas ma scolarité à mon pire ennemi de ce que j'ai vécu. Bah, oui. Mais bon, en tout cas, on était un petit groupe d'amis et on avait voulu tenter les expériences médiumniques. Et moi, j'étais très inspiré à l'époque par ma sœur aînée. Une de mes sœurs aînées qui, elle, avait été intronisée chez les druides. Là, par contre, c'était à Paris. Je me rappelle plus exactement où. Et donc, très inspiré par les triades bardiques, j'avais lu effectivement toutes ces choses-là, mais c'est très loin. Très loin. Mais alors donc, vous aimiez bien l'idée des druides, c'est-à-dire qu'on évolue, on commence pierre, végétal, animal, et puis on continue comme ça. C'est-à-dire que l'être humain, il doit y avoir autre chose, on sera peut-être vénusien ensuite. Enfin, il y a un côté comme ça, progression systématique. Voilà, en fin de compte, la progression linéaire, rien ne se fait d'une manière spontanée, tout évolue. Rien ne reste voué à l'abrutissement perpétuel. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui m'a véritablement séduit. Alors, je suis désolé, je suis totalement idiot. Enfin, perpétuel. Vous avez dit le mot là. le côté bêtise perpétuelle, c'est moi. Moi, j'évolue pas. J'évolue pas. Moi, j'étais peut-être un âne avant, mais je pense que, au contraire, je pense que Yann, tu évolues énormément. Et le fait tous ensemble. Tout le monde évolue, même moi, je peux évoluer. Oui, tout le monde évolue. Surtout toi. Et même la personne qu'on aimerait condamner. Oui. Eh bien, même elle sera un jour vouée à la félicité. Donc, je termine un peu avec l'idée druidique. Et puis on passera aux questions. Il y a des questions qui sont arrivées. Bien sûr, bien entendu. Questions des internautes. Hein. Bien sûr, vous continuez. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, à la fin de l'émission, nous ferons Euromillion pour le plaisir de tous et de chacun. L'idée druidique, on est d'accord, c'est-à-dire qu'on fait une vie en tant que pierre, une vie en tant qu'insecte, animal, végétal. Enfin, à chaque fois, on change et on a une expérience supplémentaire de vie par le créateur, et on fait qu'une seule vie d'être humain parce qu'on fera autre chose après ou... Alors, là, pour revenir au druidisme, je ne peux pas, moi, être pertinent dans la philosophie dans le druidique. Mais pour vous, Joël Uri. Voilà, pour moi. Hein, je n'ai pas assez. Moi, j'ai survolé ces choses-là. Non, mais les esprits vous ont enseigné. Mais les entités spirituelles nous ont bien expliqué que l'évolution se faisait graduellement et que même la matière évoluait. Tout évolue. Les atomes évoluent. Mais par contre, les données supplémentaires qui ont été données, c'est que ces choses-là inventent un temps. Hein, l'espace invente le temps. On est d'accord. L'espace qui me sépare de moi et de Laetitia, c'est un temps. Ma main va mettre un certain temps avant de lui toucher le bras. Mais dites donc. Ou toi-même. Mais dites donc. Voilà. Mais l'espace invente le temps. Mais au niveau de la spiritualité, au niveau de l'esprit. Donc ce temps-là est annihilé. D'accord, mais j'essayais de comprendre s'il y avait réincarnation ou pas. C'est-à-dire oui. si quand on avait fini une vie d'homme, on était incarné de nouveau dans une autre planète en tant que Vénusien, ou si on replongeait en réincarnation sur une autre d'homme supplémentaire. Ce qui me fait un peu penser à... Je pense que l'homme se divinisera. C'est-à-dire que je pense que l'esprit humain, plutôt, finira par ne plus être incarné. Mais il y a quand même réincarnation. Oui, et dans le témoignage... À un moment, l'esprit dit, petit à petit, je vais devenir insignifiant. Oui. Alors pourquoi il redevient dans l'absolu. En fin de compte, voilà. Alors c'est ça qui est assez intéressant dans ce témoignage, c'est qu'il vient nous faire comprendre que notre individualité, existe sans la forme. C'est-à-dire que tu vas pouvoir rester toi éternellement, sans que tu aies besoin d'une forme pour te reconnaître. Ça, c'est oui, bien, mais ça. Insignifiant, moi je pensais qu'il perdait aussi son âme, qu'il perdait son esprit. Non, je pense. Bouddhique. Je pense que l'insignifiant, déjà, c'est être insignifiant quelque part, c'est n'avoir pas beaucoup de place, c'est ne pas occuper de place. Tu es insignifiant. Oui, moi je pensais que c'était aussi pas de sens,
pas de On peut le Enfin, comprendre pas comme de ça, mais place, finalement c'est un mais- grain de sable au milieu du reste, c'est ça, l'insignifiance. Mm. C'est bien ça reprend le côté catho, un et indivisible. On reste un et indivisible, Oui. même si on est tout petit à fait. dans l'univers. Vous savez, tout à fait, les valeurs d'échelle sont très relatives. Hein. Je pense que il peut y avoir des choses énormes autour de nous sans qu'on puisse Lève la main car Jean-Claude Carton va poser les questions via Internet. Les internautes disent « Qu'est-ce que ça va vite ?» Eh ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez Ça va vite pour vous. Mais oui, mais c'est relatif aussi, ça. Alors, question. On va essayer d'aller moins vite. Existe-t-il un bas astral, recueil d'entités souhaitant investir un corps terrestre en chair et en os? Très bonne question. Je lis les questions telles qu'elles arrivent. Très bonne question parce que c'était notre inquiétude en lisant ce livre. On disait mais est-ce qu'ils peuvent continuer de nous infester, de nous embêter et si on tue un serial killer condamné à mort, est-ce que lui il peut pas continuer d'influencer? Alors je pense qu'il y a une humanité souffrante, invisible. Tout à fait. Je pense que autour de notre Terre, il y a toute une partie de l'humanité qui est là en végétation et qui va reprendre corps parce que ils ont encore besoin d'évacuer et d'évoluer. Plus en souffrance que ce qu'on peut lire dans l'ombre du corridor. Des esprits encore plus malheureux. Oui, mais en fin de compte, oui, parce que il y a des entités spirituelles. Lui, il a eu cette opportunité de pouvoir écrire, de pouvoir libérer son fardeau à travers l'écriture. De trouver l'ivresse. Mais il y en a plein qui sont ne peuvent pas. C'est comme une cocotte minute sans soupape. J'ai une question là qui m'arrive, ça m'arrive de temps en temps d'avoir des questions dans la tête. Cette humanité souffrante dont vous parlez, enfin morte dans le bas astral, est-ce que ce serait elle qui viendrait empêcher l'humanité vivante d'évoluer? Ça peut être un boulet. Ça peut être un frein, parce que nous sommes tous frères, nous sommes tous liés, et qu'on ne peut pas espérer s'élever en abandonnant les autres. Donc automatiquement, on s'aperçoit que notre évolution, c'est quelque chose de global. On évolue ensemble. On ne peut pas laisser des gens en arrière. Et notre fraternité terrestre, nous avons besoin qu'elle évolue en même temps que nous. Donc, nous sommes obligés de toujours de tirer les autres vers le haut. Et naturellement, quand on a des entités spirituelles qui font partie de notre famille, qui restent en arrière, eh bien, ça nous empêche quelquefois. Oui, mais ces boulets dont vous parlez, j'aime bien le terme boulet, c'est vrai. Ils pourraient pas nous lâcher un peu? Non, mais c'est vrai, quoi. Mais je suis tout à fait. C'est vrai qu'il y a souvent des fois, on se dit, on se retourne et on est consterné. On se dit, mais mon Dieu, essayez de vous secouer un petit peu. Alors il se secoue pas, Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? On peut pas tout faire, nous, sur Terre. Non, mais par contre, on ne peut pas, on a besoin, et je pense même que notre colère, quelquefois, qui peut surgir, notre envie de les secouer, bah justement, sert à ça, sert à leur faire un choc pour qu'ils puissent un petit peu se bouger et eux-mêmes s'élever. Mais à chaque niveau, il y a quand même des gens. Nous, vous gagnez des on a des gens qui sont derrière nous qu'on traîne, mais les gens qu'on traîne, ils ont eux-mêmes des gens derrière eux qui traînent aussi. Comme quoi, même dans l'au-delà, il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Oui. Alors, ça veut dire déjà que l'enfer, faut bannir cette conception de l'enfer où on va laisser mijoter pour l'infini les mauvais gens. Non, il faut justement les sortir de l'enfer. Il n'y a pas. Oui, je pense que c'est dangereux, non, d'essayer de les sortir de l'enfer. On peut pas imaginer un Dieu même juste infiniment juste et bon qui puisse vouloir la mort de l'impie. Ah oui, d'accord, mais il y a une autre version de l'enfer, c'est le néant. C'est-à-dire que Dieu étant juste et bon, si tu veux pas aimer Dieu et si tu veux pas le rejoindre, ben il te laisse dans le néant. C'est un peu une forme d'enfer aussi. Oui, mais je ne pense pas que Dieu, justement, dans son infinie grandeur et bonté, puisse un jour, demander à une créature qu'il sait imparfaite de faire ce choix ou d'essayer de le punir parce qu'il n'a pas réussi. Punition non, mais il nous laisse libre. Donc si on veut pas le reconnaître et aller vers lui, il nous laisse libre. Il nous laisse même l'éternité. Et puis vraiment, est-ce que Dieu se préoccupe encore de nous? Ah oui. Oui, mais enfin c'est plutôt les anges qui devraient se secouer un peu plus quand même. Voilà, Dieu a. Moi j'ai toujours pensé que Dieu il avait fait son boulot. Maintenant démerdez-vous. Non, mais il continue. Non, on lui reproche beaucoup de choses avant-hier, tu sais, c'est vrai. Bah oui, il est débordé. Il était dans les embouteillages, je te raconte pas. Autre question. Si le médium psychographe en question parvient à venir au studio, mais oui il est là, donc je lis. A-t-il reçu des messages d'entités extraterrestres, dites évoluées, ayant vécu sur d'autres planètes habitées? Ça y est, on est parti. OVNI. On a reçu des messages d'entités spirituelles qui ont vécu, qui ont survolé d'autres univers, d'autres civilisations. On a reçu des messages comme quoi effectivement il y avait plusieurs terres, plusieurs mondes habitables dans notre méga univers.
Et il y a même des entités spirituelles qui nous ont dit qu'ils avaient été incarnés dans d'autres corps et qui sur d'autres planètes et qui se communiquaient à nous comme un esprit terrestre. Oui. Sur ce côté druidique, on continue dans d'autres créations de Dieu, peut-être, d'autres humanoïdes, d'autres planètes. Alors, par contre, ils nous ont bien expliqué que la forme humanoïde était une forme qui était très répandue, mais qu'il y avait quand même des nuances qui pouvaient être pas effrayantes, mais qui pouvaient nous paraître spéciales. Oui, je me doute, oui. Je vous posais la question pour Louis, cet esprit dans le livre, dans l'ombre du corridor, qui s'en est un petit peu sorti grâce à vous, parce qu'il vous a trouvé. Je vous posais la question, comment il vous a trouvé, Louis, lui? Vous comprenez ma phrase? Je vais vous la refaire. Parce que il y en a d'autres qui sont paumés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un moment donné dans l'histoire, on devine qu'on parle de moi dans un cimetière. Ah, c'est comme ça qu'il errait dans le cimetière et il s'est dit, oh lui, je le sens. Il a été raccroché. En fin de compte, il semblerait qu'il y ait des entités spirituelles à côté de nous qui se servent de ce média pour emmener des entités spirituelles promptes non seulement à s'éveiller, mais aussi à faire en sorte que leur éveil puisse servir à d'autres. Parce que c'est le principe du livre. En fin de compte, ce témoignage-là n'est pas gratuit. Dans le sens, c'est une sorte de pavé dans la mare. Il est là pour non pas répondre à des questions d'une manière formelle, mais pour susciter l'interrogation. Je vais dire attention, vous allez devenir comme moi, vous allez être aussi paumé. C'est très pervers pour que nous continuions à nous poser des questions. Donc, je pense que le questionnement est très important. Il n'y a pas véritablement de formule, il n'y a pas de solution fixe. Ah, ça c'est bien, ça change du discours habituel, parce qu'il y en a qui arrivent. Ce que j'ai dit, c'est ça. Non, ça serait mal. Alors là, franchement. Mais Joël, je vous assure, il y en a. Oui, mais c'est pas le style de Joël. Ils sont morts, ils sont revenus. Oui, parce que c'était par rapport à une question qu'avait abordée un tout petit peu tout à l'heure Laetitia. À propos des NDE négatives. Vous savez que c'est très à la mode, les NDE, depuis pas mal d'années, surtout en ce moment. Pour se faire de l'argent, là, il y en a un paquet. On dira pas le contraire. Mais, peu en parlent. Pour de bon, comme ça, pour dire, on est là dans l'argent. Oui, il y en a qui sont là dans l'argent. Mais, justement, ces NDE négatives seraient-elles consécutives à des possessions d'entités malfaisantes? C'est possible. Ça fait partie du domaine de la... Il y en a de plus en plus, alors. De la possibilité. Pourriez nous lâcher un peu? Mais oui, alors comment on fait pour se débarrasser de ces entités malfaisantes? Il faut pas s'en débarrasser, il faut les aider à évoluer dans le bon sens. Écoutez, Alors, attendez, deuxième question. Je vous mets un paquet parce qu'après je pourrais plus en placer une. Oui, c'est vrai. Vous avez parlé de vos ancêtres. Continuez, c'est très bien. Peut-être plus lentement. Oui, je vais essayer d'être plus lent. Deuxième question, vous parliez des ancêtres qui ont moins évolué que d'autres et qu'on se les traîne et qu'on est là aussi pour les aider. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que la religion qui demande de prier pour ses morts a raison. C'est bien de prier pour ses morts, la Toussaint, tout ça. Je pense que c'est très bien de prier. Bien. Ah oui. De prier ou de penser à eux. Ah oui. Parce que ils font encore partie de cette humanité invisible. Mais de prier, d'accord. Alors, on prie, on leur dit quoi? Surtout, dirigez-vous vers la lumière, les copains, restez pas dans l'ombre ou... Qu'importe les mots. Ça peut être je pense à toi, ça peut être avoir une bonne image de quelqu'un qu'on a aimé. Je suis sûr que t'es avec moi, je suis sûr que t'es bien. C'est une prière. Ils sont dans l'oubli, dans le désarroi, dans le néant. Toute pensée que l'on peut avoir, positive ou négative pour les personnes, ces personnes reçoivent cette influence spirituelle. Aussi sûr que 2 et 2 font 4. Et il y a eu même des expériences qui ont été faites dans certains hôpitaux où il y avait des gens qui étaient sous médicaments, donc une partie de personnes, une 50aine de personnes qui subissaient donc un traitement, et parmi ces personnes-là, il y en avait une 30aine qui subissaient en plus des groupes de prière. Eh bien, ils se sont aperçus au fil du temps que les médicaments étaient mieux assimilés par les personnes qui recevaient des prières sans qu'elles le sachent, naturellement. Et donc, dans l'au-delà, pareil. Oui, exactement. D'accord. On reprend une autre question ou j'enchaîne? Je sais comme vous voulez. Monsieur. Non, j'ai une autre question. La vie de Joël, bien que s'étant améliorée à partir d'une certaine étape de vie, comment le vit-il au quotidien? Toujours aux prises avec des esprits, parfois bons, donnant et n'exigeant rien, ou peu en retour, parfois mauvais, exigeant tout de suite. Mais peut-être, rajoute Vincent, je maîtrise mal le sujet. Pas du tout. Très bien. La vie que je peux mener au tout début, quand j'ai commencé ma médiumnité, c'est quelque chose qui était très perturbant.
je dormais mal, je voyais des choses, j'entendais beaucoup de choses. Ça m'a perturbé beaucoup. Ce qui a fait que j'ai énormément fait d'expériences. Je faisais ça pratiquement tous les jours pendant des heures. Expérience. D'écriture automatique, de mouvement d'objets, Vous faisiez bouger des objets. de télékinésie. Je faisais Faites de la télékinésie. J'ai fait vous ces savez. expériences-là, oui. Et donc j'ai essayé avec justement mes copains, mes amis que j'avais à cette époque-là. On a fait beaucoup d'expérimentations. Au fil du temps, naturellement, j'ai réussi à apprendre à vivre avec. Pour moi, la médiumnité a été très vite. J'ai compris que c'était quelque chose qu'on avait rajouté, un fardeau qu'on m'avait rajouté, mais que je ne devais pas ignorer. Je devais faire face à cette chose-là et vivre avec. Aujourd'hui, 30 ans après, je me sens bien. Vous l'avez transcendé. Ce fardeau, vous l'avez transcendé Voilà. pour une spiritualité intense. Exactement. En fin de compte, j'entends toujours des choses, mais aujourd'hui, j'entends plus quand je dévie. Mais quand je suis dans ma route, on me laisse tranquille. Alors qu'avant, c'était systématique tout le temps. Donc vous pouvez plus vous concentrer, fermer les écoutilles, si je puis dire, à Oui. certains moments. Aujourd'hui, là, Donc vous êtes moins attaqué par des mauvais esprits, ce qui était plutôt le cas au début. oui, j'étais un petit peu ennuyé. Mais vous savez, quand je ne fais pas de différence entre les mauvais esprits, qu'on dit mauvais esprits, qui est un terme un petit peu péjoratif, et les mauvais hommes. En fin de compte, j'ai appris, je vis dans une banlieue qui est en difficulté, que en allant vers les gens qu'on regarde d'un mauvais œil et de gens qui émettent la peur, en allant vers eux avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'amitié, eh bien les murs tombaient. D'accord, mais vous faites la différence entre les mauvais hommes ou mauvais esprits et les bons esprits et les bons hommes. Oui, on n'a pas du tout la même façon d'aborder les choses, mais je ne les condamne pas. Non, vous les condamnez pas. Pour vous les moi, jugez pas. un homme que je vois dans la rue est un éventuel ami et non pas un éventuel ennemi. Et c'est pareil pour les entités C'est tout à spirituelles. votre honneur, d'accord. Et grâce à vous, certaines entités spirituelles peuvent s'en sortir comme ce Louis, qui a quand même... Ça, au début, on a eu peur. Au Ok. début, on a cru qu'ils allaient tout péter là-dedans. aussi. Oui, parce que, dites donc, on nous explique quand même que le médium avait des mimiques, Oui. il était un petit Oui. peu en tremblement. Oui, il y a eu des moments de frayeur, hein. Et il fallait qu'on vous préserve. Hein. Et mais il y en a une, par exemple, que ma conjointe, qui n'est pas là ce soir, Laurie, elle a jamais eu de ressentiment contre cette entité spirituelle. Au contraire, elle l'affectionnait. De Elle l'empathie. sentait quelque chose. Voilà, elle avait de l'empathie, très juste. Et donc, elle trouvait même quelquefois que c'était assez drôle ce qu'il écrivait. Il y a un certain Un certain humour noir. certain mais un certain humour. humour. Est-ce que vous avez eu dernièrement des entités encore plus sombres que cela et que vous en êtes débarrassé parce que vous ne pouvez pas supporter certaines choses Oui, alors quand je ressens des entités spirituelles qui viennent à moi et qui, lors de certaines expériences, aimeraient passer Faites le la tri. porte, je n'ai qu'à faire une espèce spontanément, même pas une pensée. C'est même pas une pensée formulée. Je sais que j'ai quelqu'un au-dessus de moi qui m'aide, une entité spirituelle, d'accord. et automatiquement, l'entité. Elle fait le tri. Je n'ai même pas besoin de dire va-t'en, laissez-moi. Ne soyons pas grandiloquents dans ces espèces et restons simples. Ouais. Et la médiumnité est quelque chose qui est simple, qui est limpide. On n'a pas besoin d'habits, on n'a pas besoin de toutes ces choses. Restons simples. D'accord. Et là, vous avez un guide spirituel, c'est ça que vous êtes en train oui. de me dire, qui vous protège. Oui, mais c'est des entités spirituelles qui nous aiment, comme un père, comme une mère. Des gens qui viennent, avec qui on a eu l'habitude de travailler et qui nous aident. Très bien, Joël Uri. Plusieurs livres donc édités par l'IFRES qu'on peut retrouver sur Internet. On en a déjà parlé avec Jean-Claude Carton avant que vous étiez arrivé. Je sais pas grave. Oui, Dans mais l'ombre du corridor, vous avez bien fait. c'est le dernier livre. Daniel, je sais pourquoi, c'est un peu plus rose, c'est un peu plus sympathique. Bon, c'est un peu plus réincarnation, hein, quelque part. Oui. Hein. Bon, ben, voilà. Et puis aussi d'autres, il y en a d'autres. Et puis il y a celui-là aussi, cahier de messages spirites. Bon, je compte les trois, mais il y en a plusieurs. Il y a une question. Une autre question. Je voulais juste te dire, vous étonnez pas, c'est un peu le principe d'élévation en direct. Même pas en direct. On pose plein de questions, puis de temps en temps on n'a pas les réponses, mais c'est bien de poser les questions en priorité. Anne pose la question, JC, que pense-t-il des boules lumineuses? Les boules lumineuses, alors ça dépend lesquelles. Les orbes, les... JC Oui, peut-être les orbes. C'est parce que c'est JC, Joël, c'est moi. Ah, c'est toi. JC, d'accord. oui, c'est moi. Ah, Jean-Claude. Jean-Claude. Oui, les orbes, je pense que c'est un pas Avant, fait c'est pour la allusion décoration de Noël, on sait pas. Est-ce que l'on peut penser justement les orbes? J'ai animé une émission il y a plusieurs mois avec une grande spécialiste que tu connais, Marie-Emilia Vanier, Ah, qui oui. est une des rares femmes en France à bien connaître les orbes. Est-ce que on pourrait raisonnablement penser, c'est sa version à elle,
que les orbes sont des esprits de personnes décédées qui viennent encore nous faire des petits coucous? Pas toutes, oui. Ouais. Dans certains cas, nous sommes en face d'une manifestation spirituelle matérialisée. Un petit peu comme dans la transcommunication, il y a des images qui sont des pareidolie, c'est-à-dire tout simplement des formations que notre cerveau nous impose, parce que nous avons, nous, cette fâcheuse tendance, les êtres humains, à essayer de reconnaître des choses dans toutes les formes. C'est comme ça qu'est fait notre cerveau. Donc c'est pareil pour les orbes. Il y a des fois où ce sont des simples tâches ou des choses qui prêtent à l'imagination, et d'autres fois où effectivement on ne peut plus parler de pareidolie, surtout quand le phénomène évolue en intensité. Ah oui. Si par exemple la personne photographie toujours de la même manière, avec toujours le même appareil photo, et qu'au fil du temps, C'est pas pareil. ces orbes se définissent, sont de plus en plus nets, on ne peut plus parler de pareidolie, parce que la pareidolie est un petit peu un hasard de constitution des formes, et donc là il y a une évolution d'un phénomène qui dépasse les lois de la probabilité. Alors, mais il y a mieux. Dans le laboratoire de l'IFRES, c'est pas des orbes, ce qu'on voit, c'est des visages. C'est Des mains, visages, des c'est- chiffres, c'est- des lettres, c'est vraiment et flagrant. des formes de plus en plus abstraites. Et mardi dernier, donc, Qu'est-ce qui vous est arrivé mardi dernier? Mardi dernier, on a reçu une forme où on voit très nettement des espèces de tuyaux, une espèce d'objet qui est indéfinissable. Et ce qui est drôle, c'est que vous voyez cette brume donc qui est enregistrée, et quand on passe la vidéo image par image et qu'on voit sur une image cette formation, comme si d'un seul coup la brume était prise dans un moule. Tridimensionnel? Oui, et pouf, et d'un seul coup, cette brume repartait à son état de fumée. Ah oui, C'est- hop. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Alors malheureusement, nos photos sont encore trop floues, trop troubles. Oh, monsieur déjà magnifique, on reconnaît quand même sa belle Oui, mère. oui, mais- Il y a pas- Mais on a besoin de... il faut aller plus loin. Voilà. On peut pas s'arrêter là, on ne peut pas non plus se dire être arrivé à une finalité. Non, nous sommes encore trop, quelquefois, dans l'interprétation, nous sommes encore trop dans le contraste des images. Nous devons travailler encore. Donc, vous n'avez encore aucune conclusion. Non. Vous aucune. êtes dans la recherche, ce qui est intéressant. C'est très intéressant parce qu'il y en a tellement qui disent, tu sais ce que De Gaulle disait. Bon, j'ai pris des photos tout à l'heure de vous trois Qu'est-ce qui paraît? Oui, nu. avec un appareil portable, Ah oui. d'accord? Et je viens de les regarder, je vous les enverrai. Mhm. Il y en a quelques-unes. Qu'est-ce qui se passe encore? Non, rien. Ah bon. Simplement que j'ai la conviction que nous ne sommes pas que tous les quatre. Ah oui, moi, mais je peux vous le certifier, je peux même vous Nous sommes confirmer. d'accord, hein? Mais tu Oui. as des visions, Joël Uri? Non, mais je ou ressens tu très le nettement ressens la présence. Dès que je commence à parler ou que je commence à m'exprimer, Ils sont autour de toi et puis ils je te- ressens ils très te nettement. chauffent et puis- C'est alors moi ça s'interprète par une espèce de sensation d'être sous. C'est-à-dire que j'ai comme si j'avais bu un petit peu. Mhm. Donc je sais à ce moment-là Qui sont là. qu'ils commencent à Et ils m'am- sont à m'amener. avec toi pour toi. Oui, non, pas pour moi. Mhm. Ils sont, en fin de compte, le propre du médium, le médium qui veut servir une cause, c'est quelqu'un qui s'oublie pour les autres. En fin de compte, c'est faire en sorte que un message soit donné, mais un message relativement simple. On est bien tous ensemble. Et on va rester ensemble. Alors on va déborder, Jean-Claude. On va déborder. On va mettre un petit peu de musique. Comment? Pourquoi? Un petit peu. Techniquement Non, parce que parlant. Anne vient de m'envoyer une vidéo Qu'est-ce qu'elle a et j'aimerais vraiment que Et on va reparler Joël de puisse ça. en prendre connaissance. Non, vous n'allez pas pouvoir le voir Si, parce que si, parce qu'on je suis va devant mettre un mon peu de écran. Oui, mais on va mettre un peu de musique. On va voir la vidéo de Anne et on va se De Anne retrouver. D'accord. Et techniquement, il faut que je change mes petites caméras, tout ça. Donc ça sera parfait et on va continuer cette discussion passionnante toute la nuit.